Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres de votre journal. Il parle pour la première fois. L'octogénaire séquestré pendant 1 an par sa femme dans l'Eure-et-Loir raconte son calvaire. Il décrit de mauvais traitements physiques et psychologiques. Plusieurs dizaines de morts en Russie, l'état d'urgence décrété dans 7 régions. Les incendies, conséquence d'une canicule sans précédent, ravagent le pays. L'offensive sécuritaire de Nicolas Sarkozy sous le feu des critiques. Depuis son discours de vendredi, nous verrons que si certaines propositions du chef de l'État sont applicables, d'autres sont au contraire anticonstitutionnelles. Enquête dans ce journal. Pas de vacances pour les producteurs de lait, toujours très remontés contre les industriels qui refusent, malgré un accord signé en 2009, d'augmenter les prix. Ils multiplient actions et manifestations. Enfin, nous verrons que le Colisée de Rome fait l'objet de toutes les attentions. 2000 ans après sa construction, usé par le temps et les intempéries, le colosse montre des signes de faiblesse. 25 millions d'euros sont nécessaires à sa restauration. Mais avant de développer ces titres, c'est une très bonne nouvelle qui devrait contribuer à la priorité des autorités locales, relancer le tourisme. L'île de la Réunion vient d'être classée au patrimoine mondial de l'humanité. Paysages somptueux, massifs volcaniques et pour tout horizon, l'océan Indien. Nicolas Lemarinier. L'île à grand spectacle, c'est le surnom de la Réunion. Depuis aujourd'hui, elle compte officiellement parmi les plus beaux paysages du monde. Les pitons rocheux, les cirques spectaculaires et les remparts naturels vertigineux sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les habitants de l'île attendaient cela depuis longtemps. C'est une bonne chose pour nos enfants. Ils connaîtront plus tard ce que c'est que déjà la forêt ici sera protégée. On va conserver notre site naturel qu'on a depuis toujours et je pense que c'est un bon point pour nous, la Réunion, au niveau du tourisme et tout. L'UNESCO veut protéger la beauté mais aussi les richesses naturelles de la Réunion. Les forêts tropicales, subtropicales, les plaines et les reliefs escarpés dessinés par les éruptions volcaniques. Cette mosaïque d'écosystèmes préserve la diversité des plantes et des animaux. La zone classée correspond au parc national de l'île, ici en vert foncé, c'est presque la moitié du territoire. La saison touristique sera à son maximum dans 2 mois. En plus des 400 000 visiteurs annuels, la distinction de l'UNESCO pourrait attirer 50 000 touristes supplémentaires, sous réserve de lancer les investissements nécessaires. On n'a pas à proprement parler de plan, mais je pense qu'il faut faire confiance aussi à la capacité de réaction des professionnels et des populations en général, parce que tout le monde est vraiment impliqué. Après le golfe de Porto en Corse en 1983, le Mont Perdu des Pyrénées en 1997 et les lagons de Nouvelle-Calédonie en 2008, l'île de la Réunion est le 4e site naturel et le 35e site français au total classé au patrimoine de l'UNESCO. C'est un récit hallucinant. Séquestré pendant 1 an par sa propre femme, l'octogénaire raconte son calvaire pour la première fois. Un quotidien fait de mauvais traitements physiques et psychologiques. Stéphanie Pérez, Anne-Fleur de Lestre. C'est un homme affaibli et confus qui reçoit les journalistes sur son lit d'hôpital. Pendant 1 an, cet octogénaire a été séquestré dans le noir par son épouse de 40 ans. C'était assez pénible à vivre. Oui, mais je ne peux pas dire vraiment séquestré. C'était mis à l'écart, quoi. C'est pourtant bien un calvaire que l'homme malvoyant a subi. Il avait rencontré sa femme alors qu'elle était son aide ménagère. C'est moi qui lui ai proposé, comme elle me recueillait. Je lui ai dit, c'est vous qui serez mon héritière. Quel sentiment vous avez vis-à-vis d'elle aujourd'hui? Ah ben non, j'en ai peur, disons. Son quotidien, une longue série de brimades. Oui. Est-ce qu'elle vous frappait? Ah oui, pour me punir. Si je n'ai pas exécuté son ordre, paf, c'est quoi il n'y en a ces pas des ordres? traces. Ah manger ce qui lui plaisait, je ne sais pas moi, faire le ménage qui lui plaisait, ne pas écouter la radio. Qu'elle m'avertit à mon petit poste. Et puis alors elle m'a supprimé des repas pour me punir. Ça c'était sa grosse punition. C'était de me je ne mangerai pas ce soir ou pendant 3 jours ou des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis abruti. Cet après-midi, la secrétaire d'État chargée des aînés a rendu visite au vieil homme. Vous avez des gens qui vont bien s'occuper de vous. Il est devenu complètement aveugle. Il n'y a aucun risque. Nora Béra a rappelé qu'elle resterait vigilante sur les situations de maltraitance aux personnes âgées.
Quand le couple avait emménagé il y a 2 ans à Haroux, en Eure-et-Loire, le voisinage avait d'emblée été frappé par la différence d'âge. Aujourd'hui, nous venons de l'entendre, l'octogénaire et de le voir est hospitalisé. Sa femme de 45 ans est écrouée et l'enquête devra déterminer si celle-ci a profité de la vulnérabilité de son mari pour lui soutirer de l'argent. Fanny Stenler. François Deveille a été découvert dans cette maison par les gendarmes. Il était séquestré depuis 1 an dans une sorte de cagibi. Une pièce exiguë où sa femme l'enfermait à clé. La voici ici en photo dans le journal. C'était en avril 2009. Béatrice Fautré, 45 ans, lançait alors un appel à la générosité pour sa fille hémiplégique, décédée depuis. Une femme décrite comme séductrice par les enquêteurs. Il y a 3 ans, alors qu'elle est auxiliaire de vie, son mariage avec le vieil homme fait déjà l'objet de suspicions. Le maire refuse de les marier, doutant de la sincérité de leur union. C'est un adjoint qui s'en chargera. Béatrice Fautré va ensuite prendre un amant, le patron de ce centre commercial. Le couple illégitime s'installe alors dans la maison où vit le mari séquestré. Depuis ce week-end, Béatrice Fautré a été placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de Versailles. Les policiers sont en train d'éplucher ses comptes bancaires, la soupçonnant d'avoir soustrait au moins 500 000 € à son mari. L'abus de faiblesse est un dénominateur commun de plusieurs affaires médiatisées en ce moment. Bettencourt, Belmondo, mais ce délit puni par la loi pose de nombreuses questions. Comment déterminer l'abus? Où s'arrête la liberté de la personne? Enfin, où commence l'escroquerie? La réalisatrice Catherine Breillat en a fait un livre après avoir croisé la route de Christophe Rocancourt. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Florence Griffon et Sébastien Lafargue. À 62 ans, la cinéaste Catherine Breillat est une femme en souffrance, affaiblie par un accident vasculaire cérébral survenu en 2005. D'après elle, un homme a profité de sa fragilité pour lui prendre tout son argent. Elle a porté plainte pour abus de faiblesse. Je n'ai vraiment plus rien. Vous êtes ruinée? Ouais, plus que ruinée. L'homme qu'elle accuse, le voici, Christophe Rocancourt, surnommé l'arnaqueur des stars. Un usurpateur qui a réussi à escroquer le tout Hollywood. Mickey Rourke fait partie de ses nombreuses victimes. En 2003, il est condamné à 5 ans de prison. Quand il en sort, Catherine Breillat lui propose de jouer son propre rôle, avec Naomi Campbell comme partenaire. Il va en profiter pour emprunter de l'argent à la réalisatrice. Au total, 650 000 € pas encore remboursés. Pourquoi? Comment? Elle raconte sa version dans un livre intitulé « Abus de faiblesse ». Tout de go, il m'a dit, dites donc, j'ai mis ton chèque de 135 000 € à la banque. Il n'y aura pas de problème, et en plus là, il m'engueule en général. Pardon? L'énormité du chèque ne m'a pas choqué, ni les motifs de ces prêts de plus en plus urgents, énormes. Ce qui m'a choqué, c'est de ne pas en avoir le souvenir. Rien. On ne le comprend pas. On se dit, mais c'est pas moi, j'ai pas fait ça. On est non seulement dépouillé de son argent, mais dépouillé de sa personne. C'est pas votre personne, votre personnalité qui signe les chèques ou qui donne l'argent. Donc tant qu'on n'est pas absolument ruiné, il est impossible de se rendre compte soi-même qu'on est victime d'un abus de faiblesse. Puis quoi, évidemment qu'il était adorable avec moi, le présumé innocent. En droit, l'abus de faiblesse consiste à exploiter une ignorance, une vulnérabilité, une déficience physique ou psychique. Et ce, dans le but de conduire cette personne à un acte qui lui est gravement préjudiciable. Pour l'avocat de Christophe Rocancourt, l'abus de faiblesse n'est pas constitué. La cinéaste savait ce qu'elle faisait. Il n'y avait aucune raison que Christophe Rocancourt puisse imaginer qu'elle n'était pas en état d'accomplir des actes de la vie courante. Et particulièrement de faire des chèques. Des chèques, elle en faisait tous les jours. Elle en faisait pour son film, elle en faisait pour ses travaux. Il ne faut pas mélanger peut-être une difficulté à se mouvoir, que je respecte tout à fait, et une faiblesse psychique qui n'est pas le cas de Catherine Breillat. Christophe Rocancourt est pour l'instant mis en examen. L'affaire n'a pas encore été jugée. En France, près de 700 abus de faiblesse sont sanctionnés chaque année par les tribunaux. Des cas nombreux, souvent difficiles à juger. D'autant que parfois la personne abusée ne veut pas l'admettre. Elle revendique alors sa liberté de dépenser son argent. Et c'est naturellement à cette question, une question extrêmement compliquée à laquelle le juge doit répondre. Et si j'ai envie de faire ce que je veux avec mon argent, c'est quand même ma liberté. Et la question, c'est de savoir si vous avez encore le libre arbitre
d'exercer cette liberté. Catherine Breillat a-t-elle agi librement ou était-elle sous emprise? C'est ce que la justice devra évaluer. Une canicule sans précédent responsable d'incendies eux aussi inédits. En Russie, les feux de forêt ont déjà fait plusieurs dizaines de morts. La population suffoque jusque dans la capitale où la chaleur et la fumée obligent les moscovites à porter des masques. Cela fait un mois maintenant que le pays doit faire face à des températures perpétuellement au-dessus de 35 degrés et à la sécheresse. Les flammes ont attaqué des villages entiers. Philippe Rochaud, Serge Rochkov. Le feu aux portes de Moscou. L'état d'urgence a été décrété dans 7 régions de Russie frappées par les incendies qui ont fait plus de 30 morts en quelques jours et brûlé plus de 2000 maisons. À 120 km de Moscou, le village de Kadaniuk était un village tranquille, de paysans et de résidences secondaires. Mais en quelques heures, le feu a tout ravagé, semant la panique parmi les 300 habitants. 6 morts, 7 disparus. Quand on a voulu rentrer chez nous, il y avait une grande flamme qui venait à notre rencontre. Mais le feu était aussi derrière nous et on ne pouvait pas faire demi-tour. La flamme touchait le haut de la forêt et on ne pouvait pas se sauver. Des habitants sont morts étouffés en se cachant dans les caves pour échapper aux flammes. Les survivants plient bagages et quittent leur maison brûlée, la rage au cœur. Quand ma voisine est partie au travail, il n'y avait que 3 arbres qui brûlaient près du cimetière. Si on avait tout de suite étouffé les flammes, il n'y aurait pas eu d'incendie. Même les lignes à haute tension ont brûlé, on était encerclés par le feu. Les familles dénoncent les propos du gouvernement qui a parlé d'évacuation organisée, alors qu'ici c'était la panique et que les pompiers sont arrivés très tard. Personne ne peut se protéger contre un fléau pareil quand les flammes atteignent 300 mètres de haut en 20 minutes. Et personne ne peut garantir que ça ne recommencera pas. Voilà 2 mois qu'il n'est pas tombé une goutte de pluie à Kadaniuk, comme sur toute la Russie. Les températures flirtent avec les 40 degrés et la canicule va durer toute la semaine. Et en direct de Maslovka, on retrouve Ksenia Bolchakova. Bonsoir. Les autorités, alors ont-elles réagi à temps? C'est la question qu'on se pose ce soir. Eh bien non, pas vraiment, et c'est justement ça que critique aujourd'hui une grande partie de la presse russe, et ce que critiquent aussi les victimes de ces incendies. On parle de mauvaise gestion de la crise, on pointe l'insuffisance des moyens mis en œuvre pour faire face aux flammes, notamment par exemple dans la région de Voronezh où je me trouve actuellement. Les habitants des petits villages ont souvent dû se débrouiller tout seuls avec des conséquences tragiques, comme on devine, hein, des maisons entièrement détruites. Vous pouvez peut-être d'ailleurs en voir une juste derrière moi. Et il y a aussi les victimes. On en compte déjà plusieurs dizaines. Alors pour pallier à ces critiques, Dmitri Medvedev, Vladimir Poutine tentent de s'impliquer un petit peu dans la catastrophe, dans la gestion de la catastrophe. On promet d'une part des compensations. Chaque victime devrait recevoir l'équivalent de 5 000 €. Et puis il y a aussi des gestes politiques. Dmitri Medvedev a signé aujourd'hui un décret plaçant en état d'urgence 7 régions russes. Ce décret va surtout permettre de mobiliser plus de soldats. Il y avait déjà 2000 soldats qui aidaient les pompiers dans la lutte contre les incendies. On devrait en voir beaucoup plus dans les jours qui viennent. Ksenia Bolchakova, merci beaucoup en duplex de Maslovka en Russie donc pour ces précisions ce soir. Au Pakistan, ce sont les inondations qui ravagent le pays. Des pluies de mousson exceptionnelles ont déjà fait plus de 1500 morts et 2,5 millions de sinistrés. Vous découvrez ces images spectaculaires. Le choléra et les épidémies commencent déjà à se propager. Première victime des maladies, les enfants. À Grenoble, une mère de famille a été tuée par la chute d'un arbre, déracinée par le vent alors qu'elle se promenait dans un parc de la ville. La jeune femme a été mortellement blessée à la tête. Son enfant âgé d'1 an s'en est miraculeusement sorti. Et puis à Münster, dans le Haut-Rhin, une tentative de suicide au gaz a tourné au drame pour les habitants de tout un immeuble. L'homme qui a tenté de mettre fin à ses jours a déclenché une explosion et un incendie. Une femme de 55 ans a trouvé la mort. Une enquête de gendarmerie est en cours. Dérive droitière, discours de haine et nauséabond au Parti socialiste et chez certains syndicats. Les réactions de colère se multiplient depuis le discours de Nicolas Sarkozy vendredi dernier. À Grenoble, le chef de l'État a proposé une batterie de mesures musclées pour lutter contre la délinquance. Mais voilà, certaines dispositions souhaitées par le président de la République seraient inapplicables puisque contraires à la Constitution. Explication, Franck Genozo. Les propositions de Nicolas Sarkozy et de la majorité sont-elles toutes réalisables? Peut-on par exemple déchoir de sa nationalité française une personne d'origine étrangère?
c'est une hypothèse improbable. Cela revient en fait à distinguer deux catégories de citoyens français. Or, la Constitution dispose dans son article 1er que la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Pour Nicolas Sarkozy, il faudrait alors faire modifier la Constitution et saper un des principes qui fondent la République. Autre proposition, condamner à des peines de prison les parents de mineurs délinquants, là aussi, c'est improbable. Car le droit actuel s'y oppose. Le code pénal dispose que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Autrement dit, on ne peut pas envoyer en prison des parents pour des faits commis par leurs enfants. Principe fondamental. Pour y toucher, il faudrait là aussi modifier la Constitution. Enfin, le chef de l'État veut étendre les peines planchées, parfois dès la première condamnation. Et cela paraît possible. En 2007, le Conseil constitutionnel avait validé le principe des peines planchées pour les récidivistes, à condition que le juge conserve la possibilité d'adapter la peine. Cette dernière proposition pourrait être présentée à l'Assemblée nationale dès le mois de septembre. Une semaine après l'annonce de la mort de Michel Germano, Paris maintient sa version. Il n'y a pas eu de négociation avec Al-Qaïda au Maghreb sur le sort de l'otage français. Pourtant, un message vidéo des ravisseurs affirme le contraire, avec manifestement pour objectif d'imputer la responsabilité de la mort de l'humanitaire à l'État français. Renaud Bernard. Il a été assassiné dans le désert. Les ravisseurs de Michel Germano affirment pourtant qu'il aurait pu être sauvé. Les voici dans une vidéo mise en ligne sur Internet ce week-end. Elle a été authentifiée. D'abord, les hommes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique s'y mettent en scène lors d'une attaque. Puis arrive un incroyable clip professionnel. À grand renfort d'effets vidéo, leur chef y accuse Nicolas Sarkozy. Il parle d'une opération française ratée, c'est même écrit en français. Selon lui, il y avait des négociations sur le sort de l'otage. Le chef de l'État français serait responsable de leur échec. Il a mené une opération insidieuse alors que les négociations étaient en cours entre nous et il est venu avec ses soldats. Pour Al-Qaïda, l'opération qui aurait fait échouer les négociations s'est déroulée le 24 juillet. Une intervention des militaires français et mauritaniens contre un camp islamiste au Mali. Mais Paris a toujours affirmé qu'aucun contact n'avait pu être établi auparavant avec les ravisseurs. Il n'a jamais été précédé du moindre début de dialogue avec des autorités françaises ou locales. Ce soir, Bernard Kouchner, le ministre des Affaires étrangères, affirme à nouveau qu'aucune négociation n'a jamais pu être engagée pour libérer Michel Germano. Et puis comme chaque jour, nous avons une pensée pour nos deux confrères, Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière, qui, avec leurs 3 accompagnateurs, sont retenus en otage en Afghanistan depuis 216 jours. La lutte antiterroriste en Afghanistan, justement, l'un des sujets abordés tout à l'heure entre Nicolas Sarkozy et le président pakistanais. Asif Ali Zardari effectue en France une visite de 2 jours avant de se rendre en Grande-Bretagne. 2 pays engagés militairement en Afghanistan. Londres accuse les services secrets pakistanais de soutenir le terrorisme. Nicolas Sarkozy a vivement encouragé son homologue à intensifier ses efforts, justement, pour lutter contre le terrorisme. Ce n'est pas la cible habituelle des tirs de roquettes. La station balnéaire d'Elat a essuyé ce matin une attaque qui n'a pas fait de victimes côté israélien, mais en revanche, un mort à Aqaba, le port jordanien voisin. Selon la police israélienne, l'attaque viendrait de la péninsule égyptienne du Sinaï. Zindine Boudaoud. Quand la roquette est tombée sur Aqaba en Jordanie, un chauffeur de taxi a été tué par la violente déflagration. La façade de cet hôtel de luxe est comme mitraillée par les éclats de métal. Plusieurs Jordaniens ont été blessés. Les projectiles semblent avoir été tirés du désert égyptien au Sinaï, où opèrent des éléments islamistes. Aqaba, la Jordanienne, touchée, mais c'est une autre station balnéaire qui était sans doute visée. Elat, l'israélienne, sur l'autre rive de la mer Rouge. 5 tirs de roquettes, aucun blessé. Les innombrables touristes en ont été quittes pour une belle frayeur. Nous sommes arrivés ce matin et nos parents qui regardaient la télé chez nous en Russie nous ont envoyé un texto pour savoir si on allait bien. Cette attaque n'a pas été revendiquée. Le maire d'Elat a lui voulu rassurer les touristes. Le calme règne et aucune mesure d'urgence n'a été prise, explique-t-il volontiers. Il y a 3 mois déjà, 2 roquettes étaient tombées tout près d'Elat sans faire de victimes.
Nouvelle manifestation aujourd'hui, nouvelles actions demain. En attendant une nouvelle réunion mercredi, les producteurs de lait restent mobilisés. Ils dénoncent le refus des industriels d'augmenter les prix du lait comme ils seraient tenus de le faire. Laurence Decherf, Jean-François Monnier. Des produits dans le collimateur des éleveurs laitiers. Quand les agriculteurs investissent les supermarchés, c'est pour appeler à boycotter les marques de certains industriels. Le message, c'est cette marque paye mal les producteurs de lait. Voilà. Donc ça veut dire, aujourd'hui, vous achetez ce produit-là, ça veut dire que derrière, les industriels volent un peu les producteurs qui sont à la base de ce produit-là. Un accord avait pourtant été signé l'an passé, avec un tarif minimum intégrant le prix du marché. Le marché est en hausse, mais les éleveurs ne voient rien venir. Les produits, ils ont toujours augmenté et en fait, le supplément de valeur ajoutée, il est partagé entre la distribution et la transformation et la production, on n'en voit rien, quoi. Donc il arrive un moment où, fatalement, les producteurs s'impatientent et disent on voudrait bien notre part du gâteau. Au début de l'année, les producteurs laitiers étaient payés 300 € les 1000 litres de lait. Les industriels souhaitent les rémunérer aujourd'hui 310 €, soit 3% d'augmentation. Mais le marché a nettement augmenté. Les producteurs réclament 330 €, soit 10% d'augmentation. L'an passé, le revenu des éleveurs a diminué de 55%. Pas question pour eux de revivre la même chose. Ils décideront mercredi s'ils reprennent la manière forte, une grève du lait comme à l'automne dernier où les actions s'étaient soldées par l'épandage de millions de litres de lait. La solidarité semble elle aussi en vacances. L'opération Août Secours Alimentaire lance un appel à la générosité. Les bénévoles de cette association, créée en 1994, prévoient de distribuer cette année 500 000 colis repas aux plus démunis de la capitale. Seulement, le budget manque. Laetitia Legendre, Didier Daran. Du lait, des fruits, des pâtes, un sourire en prime. Le nécessaire pour aider cette mère de famille à tenir le temps de l'été. Août Secours Alimentaire prend le relais des structures d'accueil qui ferment en région parisienne pour le mois d'août et elles sont nombreuses. On se débrouille comme on peut. Des fois, comme on est 3 copains ensemble, on le peut manger qu'on a, je le partage. Comme ça, on a un petit peu. Moi, je mange que le midi, je mange pas, et je mange le soir. Sinon, j'en ai pas assez. J'ai 5 enfants avec un mari handicapé. Et donc, quand il y a le loyer à payer, tout ça, c'est très difficile, très difficile. Vous avez le sentiment qu'au mois d'août, c'est plus compliqué? Oui, surtout au mois de juillet, août, c'est difficile. L'an dernier, l'association a distribué 450 000 repas. Elle prévoit cette année 15% de demandes supplémentaires. Et pourtant, chaque été, on peine à boucler le budget. L'année dernière, il me manquait à cette époque-ci 40 000 €. On est arrivé à le boucler à la fin de l'année. Cette année, c'est 140 000 €. Pour son premier jour, cette église parisienne a distribué plus d'1 millier de repas. Dès demain, ses bénéficiaires reviendront chercher leurs colis comme chaque soir jusqu'à la fin de l'été. Le président de la République va bien un an après le malaise vagal du chef de l'État. L'Élysée a publié ce matin son bulletin de santé. Il atteste que tous les examens qu'il a subis la semaine dernière sont normaux. Il est 20h21 à suivre dans votre journal. C'est l'une des perles de la Côte d'Azur, mais la plage de Pamplonne à Ramatuelle pourrait voir repousser ses paillotes loin du front de mer. Un projet qui mécontente les patrons et les habitués. Le laser est partout, des caisses enregistreuses de vos supermarchés jusque dans les blocs opératoires, l'une des inventions les plus révolutionnaires de notre époque, fête ses 50 ans. Enfin, Édouard Baird, lui, n'a pas de souci à se faire du côté de Ramatuelle. Après un succès triomphal à Paris et en tournée, Miam Miam, sa pièce, fait une escale estivale. Il nous ouvrira l'appétit à la fin de ce journal. La pièce sera retransmise en direct à 21h45 sur France 2. Mais d'abord, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour faire de bonnes affaires. Les soldes d'été s'achèvent demain soir. Le bilan est globalement satisfaisant. Un démarrage en trombe dès le 30 juin, beau temps oblige, et une fréquentation en hausse sur toute la durée des soldes, sur le net ou dans les magasins. Caroline Thébault, Valérie Lucas et notre bureau à Lille. Bientôt la fin des soldes, le début des bilans. Chez les commerçants indépendants, on a plutôt le sourire, surtout ici, à Lille, où les ventes sont en hausse par rapport à l'année dernière. C'est plutôt pas trop mal, 15% par rapport à l'an dernier. Très très bien, on est très satisfait et puis pourvu que ça dure. Les bonnes affaires ont aussi fait progresser les ventes de ce magasin d'usine, plus 10% par rapport à 2009. Car les clients, eux, surveillent toujours de près leur porte-monnaie. On voit beaucoup, moins 50, moins 70, moins 80.
Donc c'est un petit peu... c'est intéressant. C'est un budget d'à peu près, on va dire, 100 € par personne, on en profite. Là on est pour les jeans puisqu'il y a la rentrée bientôt. Pourtant, cette année, ce n'était pas gagné, car les soldes ont démarré le 30 juin. Sous le soleil, certes, mais 5 jours plus tard que l'année dernière, au plus près des vacances donc. Aujourd'hui, même si certains sont déçus, le bilan est globalement positif. Il est même exceptionnel pour beaucoup de sites internet. Ici, les ventes de chaussures ont progressé de 152% par rapport aux soldes d'été précédents, avec des best-sellers de saison. Des chaussures qui respirent, des chaussures pas chères, des chaussures sabots comme ceci. Beaucoup de couleurs, les gens ont envie de se changer les idées, ils ont envie d'un peu de couleurs. Des tenues d'été que l'on espère porter encore quelques semaines, même si dans les rayons, place maintenant à la collection automne-hiver. C'est l'une des plus belles plages de Ramatuelle, à quelques kilomètres de Saint-Tropez. Pamplonne, la plage des fidèles qui aiment sortir de l'eau et déjeuner les pieds dans le sable en famille. Un bonheur menacé, un projet de la mairie prévoit de repousser bars et restaurants loin du front de mer. Hakim Abdelkalek, Mathias Second. Un restaurant qui flirte désormais avec la mer. La plage a presque disparu. Depuis plus de 50 ans à Pamplonne, les bars-restaurants au bord de l'eau se sont multipliés. 28 exploitations, aujourd'hui en partie menacées. Vous voyez, tous les établissements qui sont là vont disparaître. Carole Baligan est ici depuis 1962. Donc vous aviez réservé pour combien de personnes? Elle lutte contre le plan de réaménagement de la plage. Certains établissements pourraient devoir fermer et le sien être reconstruit à plusieurs dizaines de mètres de la mer. C'est toute une vie de travail qui est réduite à néant. Du jour au lendemain, ça veut dire que ce que nous avons fait pendant 50 ans, eh bien ça correspond à rien du tout. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Les exploitants occupent aujourd'hui 38% de la plage, contre les 20% autorisés par la loi, à la plus grande colère de ceux qui veulent protéger les 4 km de plage. Ils occupent un territoire qui, pour nous, est un territoire qui est à conserver sur le plan patrimonial, faunistique et floristique, et nous devons absolument les sortir de ce domaine-là. Le projet prévoit la reconstitution d'une dune, derrière laquelle pourra s'installer une partie des établissements. Pour les habitués, Pamplonne perdrait une partie de son charme. Ce qui me plaît, c'est qu'on est directement sur l'eau, qu'on peut déjeuner ou dîner les pieds dans le sable. Pour le maire de Ramatuelle, le réaménagement de la plage est aujourd'hui une nécessité. Lorsqu'il y a des largades, la mer monte jusqu'au niveau des établissements et la mer trouve là un obstacle artificiel et ensuite en se repliant, elle amène le sable avec elle. Et c'est ce qui fait que Pamplonne, en partie, est en train de se dégrader. Le projet de la commune va maintenant être soumis à une enquête publique avant d'être éventuellement validé par l'État. Cette découverte majeure du XXe siècle a révolutionné nos vies. Le laser a 50 ans. Depuis 1960, des milliers de brevets ont été déposés dans de nombreux domaines. C'est aujourd'hui un marché mondial de 6 milliards de dollars et une technologie en constante évolution, notamment dans le domaine médical. Nicolas Châteauneuf, Anne-Charlotte Inet. Qu'y a-t-il de commun entre des jumelles radars, une caisse à code barre, un missile et un compact disque? Rien, sauf le laser, ce rayon de lumière amplifié aux propriétés étonnantes, inventé il y a 50 ans, et à l'époque, on n'imaginait pas vraiment l'énorme potentiel du laser. En focalisant ce rayon, on peut atteindre des températures de plusieurs milliers de degrés, ce qui permet d'allumer sa pipe. L'un des pères du laser est un Américain. Charles Towns a d'ailleurs reçu le prix Nobel pour cette invention, mais dans les années 60, il n'arrivait pas à la vendre. On a offert le brevet à la compagnie Bell. Ils nous ont dit, dans les communications, ça ne sert vraiment à rien. On n'en veut pas. Aujourd'hui, le laser est partout. Les données sur Internet, par exemple, circulent dans des fibres optiques par laser. Dans la rénovation des monuments historiques, on utilise le laser pour décaper la pierre sans l'endommager. Dans l'industrie, le laser découpe les matériaux avec une précision inégalée. La technologie est même utilisée pour étudier la fusion nucléaire à l'aide de lasers à très haute énergie. Et dans ce laboratoire proche de Paris, le laser sonde les tréfonds de la matière. La matière va absorber le vaisseau laser et on va essayer de comprendre comment elle l'absorbe, si elle est détruite, quelle température elle va atteindre, est-ce qu'elle émet des particules, si oui, lesquelles et à quelle énergie. Pour tous les spécialistes, le laser a un bel avenir devant lui, notamment en médecine. Le laser est couramment utilisé pour les opérations de l'œil. Il pourrait révolutionner le traitement de certaines tumeurs cancéreuses, par exemple du cerveau.
Il est le symbole de la ville éternelle et l'un des vestiges phares de la grandeur de Rome. Le Colisée trône au centre de la ville et semble défier le temps. En réalité, le colosse, attaqué par la pollution et les intempéries, donne des signes de fatigue. Un appel à sponsors sera lancé cette semaine. 25 millions d'euros pour que le Colisée retrouve de sa superbe. Philippe Visserias, Giona Messina. À le voir comme ça, debout depuis presque 2000 ans, on se dit qu'il semble indestructible. Et pourtant, ces jours-ci, on s'affaire sur le Colisée comme on prendrait soin d'un grand malade. Sur la paroi la plus haute, des ouvriers rebouchent les trous avec du mortier et enlèvent la végétation qui a poussé entre les pierres et qui fragilise l'édifice. Des plants de caprier ont poussé. Leur racine est tellement robuste qu'elle peut faire sauter n'importe quel mortier. Car l'illustre monument souffre. Pollution automobile, humidité, vent, tant d'éléments qui inquiètent Pietro Meogrossi. Tout ce pan de mur commençait à se désagréger. Et des morceaux sont même tombés et ont cassé ces panneaux en verre. Si on sécurise ce troisième étage du Colisée, c'est qu'il sera bientôt ouvert au public pour la première fois. Ouvertes également à la fin de l'été, les entrailles de cet amphithéâtre romain, construit en l'an 80 après Jésus-Christ, où s'affairent encore les archéologues et les restaurateurs. Voici par exemple l'une des cages où l'on mettait les animaux. Et on les faisait sortir par ici. Il y avait même un ascenseur, dont on voit encore les traces, qui les faisait monter vers l'arène. C'est ici, dans ces sous-sols, qu'attendaient également les gladiateurs et les chrétiens que l'on donnait à manger aux lions. Il faut imaginer une odeur très forte, entre le feu, les animaux, et je crois qu'ici, on sentait surtout l'odeur de la peur. Et aujourd'hui, le Colisée n'a rien perdu de la fascination qu'il exerce sur les 6 millions de touristes qui le visitent chaque année. La plateforme qui servait d'arène et où se déroulaient les spectacles a disparu lors des fouilles. On était en train de s'imaginer ce que ça pouvait être. 50 000 personnes à l'intérieur, c'est énorme. C'est presque plus grand que nos stades. Ce serait bien de voir presque même des reconstitutions de gladiateurs. Les archéologues, eux, ne voient pas aussi loin. Ils estiment qu'il faudrait 23 millions d'euros pour restaurer complètement le monument, somme qu'ils ont bien du mal à rassembler. De retour de Barcelone, à peine descendus du podium, la plupart des athlètes de l'équipe de France ont atterri à Roissy aujourd'hui. Médaille et fierté en bandoulière. Vous apercevez Christophe Lemaître signer des autographes. Médaille d'or sur 100 mètres et 200 mètres. L'équipe masculine de relais et Myriam Soumaré, médaillée d'or sur 200 mètres, je vais y arriver. Demain, les médaillés seront reçus à déjeuner à l'Elysée. Voici le tableau des médailles. C'est un record historique pour la France qui termine deuxième de ces championnats d'Europe derrière la Russie. 8 médailles d'or, 6 d'argent, 4 de bronze. Au total, 18 médailles. C'est peut-être un record aussi. Il a rempli cette saison le Théâtre Marigny à Paris, 3 mois durant avec son show fantaisiste. Espérons que Miam Miam fasse aussi ce soir le plein de téléspectateurs sur France 2. Captation en direct du festival de Ramatuelle après ce journal. C'est de votre pièce dont il s'agit, Édouard Baird. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes à la fois metteur en scène et acteur. Est-ce que cela change quelque chose pour vous de jouer devant, allez, espérons-le, quelques millions de téléspectateurs? Oui, il faut parler beaucoup plus fort. Parce que quand on joue devant 10 personnes, il faut parler fort, mais devant des centaines de milliers, il faut se faire entendre du dernier rang. C'est notre honneur à nous, gens de théâtre, gens de scène, parler fort pour se faire entendre. Et vous savez, c'est déjà assez angoissant et intimidant. Donc la partie extérieure de mon corps a l'air très relaxée, mais à l'intérieur, il y a des torsions très bizarres. Et déjà de jouer devant 1000 personnes ici, physiquement, qui peuvent exprimer leur colère à base de jets de légumes ou de fruits, c'est déjà un gros pari. Et voilà. Alors vous savez que c'est un peu abstrait, ça veut dire qu'il y a 1 million de personnes qui vous regardent. Pardon, je vous interromps, c'est abstrait parce que moi, je ne me suis pas lancé dans une carrière politique, donc je ne suis pas habitué à haranguer les foules. On m'avait proposé d'être Sarkozy, puis j'ai pas eu le temps, donc on a préféré avec mes camarades faire du théâtre, mais c'est déjà formidable. Alors vous savez que l'honneur du service public, c'est le théâtre à la télévision, beaucoup de captations en direct. Est-ce que la télévision apporte quelque chose au théâtre ? Alors d'abord, service public, c'est magnifique. Il y a aussi une belle notion qui est le service inutile, c'est-à-dire servir pour rien, pour le plaisir, pour être tous ensemble, pour l'échange. La télévision apporte un éclairage au théâtre et puis permet à des gens qui ne peuvent pas se déplacer ou qui trouvent encore, hélas, parfois le prix des places un peu chères, de nous voir. Mais si les gens se déplacent, c'est encore mieux parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de sortir de chez soi. Je vais me rasseoir, je vais me faire engueuler par les caméras parce que les caméras parlent maintenant. Pas du tout, on vous a très bien vu. Merci beaucoup Édouard Baird. Alors Miam Miam, c'est juste après... Merci, je vais rentrer dans la peau de mon personnage. Bravo Marie Drucker,
bravo pour votre physique, votre talent. Et je vais rentrer dans la peau du personnage, ça va être absolument magnifique. Je vais rejoindre, il y a 10 personnes, il y a des dizaines de personnes. Il y a toute la troupe est là en train de se maquiller, de se coiffer, de s'engueuler, de trembler et d'être très très enthousiaste. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Nous le sommes aussi, 21h45 en direct du festival de Ramatuelle. Donc, miam miam. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'une des principales informations. L'état d'urgence décrété dans 7 régions en Russie et déjà plusieurs dizaines de morts. Le pays fait face à une canicule sans précédent qui a donné lieu à des feux de forêt inédits eux aussi. Vous avez pu découvrir les images dans ce journal. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo Nathalie Riouet. À 20h35, Rire à Ramatuelle, donc présenté par Michel Drucker, suivi de la pièce en direct d'Edouard Baird. Miam Miam, demain à 13h pour l'information, vous avez rendez-vous avec Sophie Le Saint. Je vous retrouverai avec grand plaisir à 20h. Merci de votre attention, bonne soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.